Bonsoir. Relations algéro-françaises, Boussboussade en vue. C'est le titre pour décryptage d'aujourd'hui et pour cause. La secrétaire générale du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Marie Descotes, est arrivée à Alger aujourd'hui, 20 novembre, pour rencontrer son homologue algérien. Elle est accompagnée d'une importante délégation, dont celle, notamment très étoffée, du ministère de l'Intérieur, avec des dossiers plein les bras. Peut-être serait-il utile de rappeler qu'à la différence des autres secrétaires généraux des autres ministères en France, qui procèdent plutôt de prérogatives administratives et de coordination, cette fonction du MAE est très particulière, spécifique à ce seul ministère. Par ordre d'importance et de responsabilité, elle vient juste après celle du ministre. Les retrouvailles sont donc actées, en attendant le rapprochement, le réchauffement, désormais annoncé, et enfin les gros bécots et les chaleureuses accolades entre les deux chefs d'État. On nous fait savoir en guise de préliminaire, si je peux dire, les entretiens entre les deux parties traiteront d'une reprise intégrale de l'activité consulaire entre les deux pays, dans tous les volets, dont l'accréditation de tous les agents consulaires qui avaient été mis au frigo, d'un côté et de l'autre. Ceci pour la embauche. Puis, et surtout, un accord sur le rétablissement dans leur pleine fonction des ambassadeurs des deux pays. Et enfin, cerise sur le gâteau, une négociation qui devrait s'annoncer très ardue du dossier sécuritaire d'une manière générale et particulièrement celui des OQTF, obligation de quitter le territoire français. Très ardu parce que ces Algériens, sommés de quitter la France, de rentrer chez eux, se comptent par dizaines de milliers. Une opération qui pourrait s'avérer très impopulaire en Algérie, où l'histoire de chaque immigré clandestin, de chaque harag, est une tragédie, mais aussi l'espoir d'une vie meilleure. On est tenté, après de telles péripéties, qui ont failli mener à une situation de non-retour entre la France et l'Algérie, on est tenté de se dire tout ça pour ça. Juste en réaction à la lettre du président français au monarque marocain, dans laquelle celui-ci avait affirmé que la position et la doxa de la France sur la question sahraoui avait radicalement changé. Et que, je cite une phrase de cette lettre, je cite, « Le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ». Fin de citation. C'est cela qui avait mis le feu aux poudres et qui allait déclencher de part et d'autre une réaction en chaîne où l'hystérie et les représailles allaient mener les deux pays au bord d'une irréversible rupture. Tout ça pour revenir finalement à la case départ. La démonstration criarde et hurlante que la diplomatie n'est pas toujours l'art de trouver des ponts.
Relations algéro-françaises, Bouche-Boussade en vue. Avec moi, donc, pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi sur le plateau Lyes Jbeili, économiste et militant politique. Lyes, merci d'être avec nous. C'est un vrai plaisir partagé avec toi, Jamel Eldin. Je te remercie pour l'invitation. Merci à toi. Merci. Et je souhaite longue vie pour ton émission. Merci beaucoup, Lyes. Et depuis Londres, Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Adel Khalef, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Je salue votre initiative et au même titre, je salue Lyes, qui est un ami. Et je me réjouis d'être parmi vous, messieurs. Merci beaucoup. Alors, Lyes, d'abord comme ça, à vif, qu'est-ce que vous pensez de ces retrouvailles dont beaucoup pensaient qu'elles étaient quasiment inespérées? Ce que je relève, que la diplomatie est un ternent, le ternent. L'entêtement, voilà, en français. L'obstination. L'obstination, le ternent. Je préfère la sémantique, elle est importante parce qu'il est propre à nous, le ternent, enfin, il est propre au régime, au pouvoir algérien, qui a été toujours érigé comme une vertu nationale, a fini par se retourner contre eux, a fini par se retourner contre ceux qui l'invoquent à tout propos, et a oublié que le pragmatisme est une vertu cardinale dans la diplomatie. Ça, c'est très important. Donc, le pouvoir algérien a toujours privilégié la fermeté, croyant que la fermeté peut tenir lieu de stratégie, mais hélas, la réalité l'a rattrapé, et face à la réalité... La fermeté ou l'aveuglement? Peut-être, vous avez... oui, la fermeté dans les... Parce que la fermeté en soi, c'est une vertu. Oui, allez, l'aveuglement, oui, absolument. L'aveuglement au lieu de la fermeté, tout à fait. Parce que la fermeté peut avoir des trucs positifs, absolument. Donc, face à la réalité de la politique internationale, face à la réalité des rapports de force qui s'opèrent, qui changent, qui muent dans le Sahel et les conflits régionaux, l'Algérie, le pouvoir algérien, a dû revoir sa copie parce qu'il n'a plus le choix de revoir sa copie et de, si j'ose dire, reprendre un peu le chemin de la diplomatie pragmatique et de faire en sorte de réparer ce qui a été détruit finalement. Parce que la détérioration des relations franco-algériennes, qui est le responsable? C'est le pouvoir algérien. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, le point de départ, le déclenchement, c'est parti en cacahuète quand M. Macron, président d'un pays souverain, a décidé que son pays reconnaisse la marocanité du Sahara occidental. Que je sache que la France est un pays souverain, pays de Clovis, 1000 ans d'histoire. Comme nous aussi, comme l'Algérie est un pays souverain, chaque pays souverain a le droit de décider ce qu'il veut. Donc il a pris le soin d'informer au G20 à Paris M. Tebboune, de lui dire... Il l'avait dit, Tebboune. Il l'avait dit, il n'avait pas pris ombrage. Il a dit, il m'en a parlé, je lui ai dit, attention, vous allez commettre une erreur. Mais il aurait pu à ce moment-là, lorsque Macron le lui avait appris, prendre le mort aux dents et lui dire, ah non, on n'acceptera pas. Peut-être que Macron aurait mis de l'eau dans son vin. Oui, absolument. Donc c'est un cas de figure qui était envisageable. Peut-être il aurait dû insister ou trouver les mots adéquats pour dire attention, si vous prenez une décision de la sorte, nous pouvons peut-être nous diriger vers la rupture, enfin pas la rupture, mais je veux dire presque la rupture. Oui, mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait lorsque Macron lui a appris et qu'il l'a fait après? Est-ce qu'il a été influencé par une quelconque partie en Algérie? Est-ce qu'il a été
forcé à aller vers la fermeture, vers l'obstination? Est-ce que ce n'était pas de son fait à lui, en fait, j'allais dire? Je sais, Monsieur Tebboune, il n'est pas le seul décisionnaire, il est président, mais il n'est pas décisionnaire. Vous savez très, très bien, tout est opaque en Algérie, qui gère, qui ne gère pas. Il y a plusieurs clans, on ne sait pas, est-ce qu'on arrive à identifier quel est le clan le plus puissant? Il y a l'armée surtout. Il y a l'armée surtout, donc il y a la main de l'armée. Ce que nous voyons, c'est à chaque fois M. Tebboune prend une décision, à chaque visite de M. Tebboune, il y a Chengueha qui est là. La preuve, aujourd'hui, il est parti à Constantine pour une visite d'inspection de travail. À sa descente d'avion, il y a Chengueha qui est là. La rentrée scolaire, il y a M. Chengueha qui est là. Il y a M. Chengueha, l'armée est toujours présente. Pourquoi est-ce qu'on ne lui fait pas confiance? Est-ce qu'on le surveille de près? Est-ce qu'il n'est pas tributaire d'autres décisions? Est-ce qu'il fallait rentrer à Alger et consulter? Ça, c'est une question à laquelle... Lies, je suis tenté de vous poser une question qui me turlupine. Pourquoi M. Tebboune a supposé que c'est lui qui prend les décisions, et lui seul? Pourquoi n'a-t-il pas réagi de façon aussi vigoureuse, aussi virulente, j'allais dire, à la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les Américains, par plusieurs pays européens, des pays scandinaves, des pays sud-américains, la plupart des pays arabes, beaucoup de pays musulmans? Pourquoi seulement la France? Pourquoi est-ce que cette réaction n'a été suscitée que pour le seul pays qui est la France? C'est pas le même poids, déjà. Il a été élu le 12 décembre, en décembre 2019, quand il a pris son premier mandat. En 2020, M. Trump, durant son premier mandat, a reconnu la marocanité sur le Sahara occidental. Il devait même ouvrir un consulat. Il devait même ouvrir à Dakhla. À Dakhla. Ouais. À mon époque, en 2020, est-ce qu'il n'y avait pas, une annonce algérienne du pouvoir algérien pour sanctionner ou pour ne pas être d'accord? Pourquoi? Parce que les États-Unis restent les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Les États-Unis ne sont pas dans l'émotion, les États-Unis frappent très fort, les États-Unis cherchent leurs intérêts, parce que aussi quelque part ils font pas de cadeaux. C'est pas comme la France. Il y a une relation. Il n'y a pas que les États-Unis, Elias. Il y a des pays beaucoup moins puissants. Même les Émirats arabes les pays du Golfe, les pays arabes, les pays musulmans, les pays africains. Il n'y a eu aucune réaction aussi hostile que celle qui a été décidée à l'encontre de la France. Oui, parce qu'ils pensent que la France, c'est entre la puissance coloniale et l'Algérie, il y a toujours cette relation un peu affective ou émotionnelle. On n'est pas d'accord, on peut taper, on peut faire ceci. Donc c'est là. Ils l'ont déjà fait avec l'Espagne. Ou alors ils l'ont fait parce que dans le cadre de la rente mémorielle, la France est toujours désignée comme l'ancien colonisateur, que c'est très porteur que de s'attaquer à la France au niveau de la population algérienne qui a été, rappelons-le, conditionnée sciemment, savamment, laborieusement, longuement, pour ne voir en la France que l'ancienne puissance occupante. Oui, surtout pour la consommation intérieure, je dirais, pour l'intérieur, parce que quand vous tapez sur la France, vous tapez sur le colon, la colonisation, ceux qui ont apporté le mal, ceux qui ont... Voilà, donc quasiment, c'est satisfaire l'intérieur. Sur le plan international, toutes les chancelleries savent comment fonctionne le pouvoir algérien. Je pense les rapports, quand ils remontent dans les capitales, ils savent ce qui se passe. Mais voilà, taper sur la France, c'est beaucoup plus facile que taper sur les États-Unis. Parce que c'est beaucoup plus porteur. Et ils oublient, Lies, qu'en France, entre autres liens que nous avons avec la France, ils oublient que nous avons entre 3 et 4 millions d'Algériens dont... au moins 2 millions de binationaux franco-algériens. De toute façon, le pouvoir algérien, je me permets un peu, peut-être c'est un petit égard de langage, se fout royalement de la diaspora algérienne installée en France. 10% de la population française a des liens directs ou indirects avec l'Algérie. On est à 6 millions d'Algériens.
2 millions de binationaux. Enfin, quand même, il y a une grande communauté algérienne installée ici en France qui produisent, qui participent à l'effort national ici. Je pense que le régime se fout royalement ce qui se passe ce qui touche la diaspora. Il ne calcule pas si on est là ou pas là. Donc, forcément, voilà. Donc, alors que Macron il fait très attention à la diaspora, parce qu'il sait que la diaspora algérienne en France, elle est bien installée, elle apporte, elle contribue, elle peut être un pont de jonction, une passerelle entre les deux rives, mais le régime algérien, il pense qu'à ses intérêts et à sa clientèle. C'est ça ce qui compte. Adel Khalef, même chose, votre réaction d'abord, à chaud comme ça, avant de rentrer dans quelques détails. Ben, écoutez, ma réaction à chaud, allez-y. Posez-moi la question particulièrement, c'est par rapport à quel point, parce que cette émission par rapport à ce réchauffement très dense, très intense, comme si derrière cette absence d'information, les deux parties étaient en train de préparer depuis peut-être des semaines, y compris par exemple cette fameuse intervention du président allemand qui comme ça est sorti du chapeau, dont tout le monde sait en réalité que c'est à la demande de Macron qu'il a fait cette curieuse demande pour éviter à M. Tebboune de répondre à la sollicitation personnelle du président français parce qu'il en a trop fait au niveau de la population algérienne, de l'opinion publique, et qu'il ne peut pas se dédire. Oui, évidemment. Dans le monde d'aujourd'hui, spécialement dans notre cas particulièrement à l'Algérie, on peut se permettre beaucoup de choses, beaucoup de largesses, beaucoup d'erreurs, mais effectivement, on ne peut pas se permettre de se dédire. Bon, ce qu'il faut d'abord retenir, à mon avis, c'est le rythme auquel les choses semblent prendre place. D'abord, on voit qu'il y a eu une accélération dans l'ascension des problèmes diplomatiques entre l'Algérie et la France. Depuis que la France avait déclaré sa position, qui, encore une fois, n'était pas surprenante, c'était juste que ça a été rendu par la France. Vous savez, l'Algérie, l'État algérien, enfin, plutôt les autorités présidentielles, la présidence algérienne savait déjà depuis longtemps que la France allait se positionner par rapport au Maroc pour le Sahara occidental. Ce qui s'est passé en été 2024 n'était qu'une officialisation, mais les autorités algériennes le savaient déjà avant. Donc il y a eu tout un spectacle, etc. Mais bon, on va laisser ça, on va dire, au rayon des friandises. Et puis bon, après, donc, on a vu une accélération des difficultés diplomatiques, il y a eu une accélération des événements, en l'occurrence avec l'histoire d'un YouTuber qui aurait présumément été enlevé, et puis avec un diplomate qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Et puis après, il y a eu une réaction d'Alger avec ces histoires de résidence de l'ambassade de France en Algérie, auquel ils ne payent pas de loyer. Enfin, bref, du bricolage, du n'importe quoi, qui n'a rien à voir avec le véritable registre de la diplomatie. Moi, ce qui me surprend, c'est la vitesse à laquelle les problèmes ont pris forme, et maintenant, la vitesse à laquelle les problèmes se dissipent. Moi, quand je vois qu'il y a des pays dans le monde qui ont des difficultés, des problèmes économiques, des problèmes surtout diplomatiques, ma foi, vous m'excuserez, mais les pays qui ont des problèmes diplomatiques entre eux, de surcroît aussi graves que ceux présumément entre la France et l'Algérie, pour les résoudre, il faut quand même une période de temps. Il faut que l'une des parties fasse des concessions, il faut des discussions, il faut des négociations. Et puis là, soudainement, de nulle part, il y a un dénouement. Il y a un dénouement qui intervient comme une forme de symptôme. Un symptôme qui démontre que, comme si l'Algérie et la France n'avaient aucun problème depuis une année,
il y a une ministre des Affaires étrangères, pardon, une secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères qui se rend à Alger. C'est bien, moi je salue ça, c'est bien pour les deux pays. Pour notre pays, pour les Français, c'est très bien. Mais je suis quand même surpris que personne n'intervienne, que personne ne réagisse au fait que cette personne atterrisse. Je parle en l'occurrence par rapport à la secrétaire générale française, qui atterrit soudainement, entre guillemets, tout de suite après ce bricolage, parce que pour moi c'est du bricolage, de cette histoire de Boualem Sansal qui est livrée aux autorités allemandes à la demande de ces dernières. Je mentionne au passage, au demeurant, pour moi, ce n'est pas les autorités allemandes qui ont demandé ceci au président de la République algérien. C'est le président en Allemagne. Mais vous savez, l'Allemagne, c'est pas le président qui représente le pouvoir, c'est le chancelier. Donc pour moi, que ce soit le président qui fasse cette demande, il y a une forme un peu non officielle. Mais bon, peut-être on va laisser ce côté administratif, institutionnel, etc. Dans un cadre humanitaire, ça, disons que ça peut passer. Voilà, donc on va dire que dans un cadre humanitaire, comme vous dites bien, ça peut passer. Mais néanmoins, sachant que l'Algérie et l'Allemagne ont de bonnes relations, il y a des relations modestement un peu économiques, pas très fortes économiquement, parce qu'on n'a pas encore oublié le conflit qu'il y a eu entre l'Algérie et l'Allemagne par rapport au projet pharaonique de l'énergie solaire avec Desertec en 2007, qui a été donc coupé, cassé de toutes pièces par les autorités françaises menées à l'époque jadis par Nicolas Sarkozy, parce qu'ils voulaient pas, les Français ne voulaient pas que leur station nucléaire donc perde du business. Mais bon, c'est notre débat. Mais les relations économiques entre l'Algérie et l'Allemagne ne sont pas énormes. Hein. Franchement, c'est pas des relations à faire nourrir l'Europe ou à faire nourrir l'Afrique. C'est très modeste. Moi, ce qui me surprend, c'est que les autorités allemandes auraient pu faire appel aux autorités italiennes. Parce que nous savons très bien que, présumément, entre l'Italie et l'Algérie, il y a de bonnes relations. C'est des relations de bon enfant, économiques, parce que l'Italie a besoin de gaz. Vous savez, le stock de l'Europe en gaz n'est pas important. Ils ont un stock pour 2 mois, 3 mois, pas plus que cela. Donc, c'est pas le cas de la Russie et l'Asie, c'est pas le cas de l'Amérique. L'Europe est très restreinte avec ses stocks, donc l'Italie a voulu sécuriser ses stocks en séduisant Alger. Donc, en même temps, on fait plaisir à Alger, on dit oui, l'État algérien aujourd'hui est représenté par des ténors. Donc, voilà. Par contre, on voit que les autorités françaises ont été intelligentes. Ils n'ont pas fait appel aux Italiens, parce qu'ils auraient pu le faire. Ils ont fait appel aux Allemands. Pourquoi ? Il y a beaucoup de raisons derrière. Donc, moi, je sais, vous savez, nous savons tous qu'il y a eu un gala de déplacement de responsables français en Allemagne et vice-versa pour préparer cette triangulation, etc. Bon, aujourd'hui, moi, ce qui me surprend, c'est que dès que Boualem Sansal met pied à Berlin, dès que son avion arrive, il est traité, puis il rentre en France, et puis tac, soudainement, entre guillemets encore une fois, la ministre, la secrétaire générale, excusez-moi, du ministère des Affaires étrangères français, atterrit à Alger. Donc on voit qu'il y a un agenda, on voit qu'il y a un travail que je qualifie personnellement, de part et d'autre, de bricolage. Une question. Sur Sansal, sur l'affaire Sansal Adel Khelf. Pourquoi, comment pourrait-on qualifier cette quasi-hystérie de M. Tebboune à la suite d'une déclaration absolument hallucinante de M. Sansal, auquel il fallait opposer un débat avec des historiens, en faire un débat public pour démontrer objectivement, clairement, que ce monsieur était dans n'importe quoi. Alors, quand il arrive en Algérie, M. Sansal, qui, rappelons-le, restait jusqu'à ce moment un écrivain très peu connu.
quasiment médiocre, qui essayait de se faire mousser dans des visites au mur des lamentations en affichant ostentatoirement une kippa, qui était un peu de la stigmatisation des musulmans, sans pour autant attaquer le terrorisme, ce qui aurait été à la limite légitime et compréhensible. M. Sansal, arrivé à Alger, a été enlevé par des barbouzes et il a disparu de la circulation pendant une semaine, ce qui a dégradé l'image de ce régime d'une façon absolument qui ne laissait plus de doute sur sa véritable nature. Puis il rentre en prison et en pleine instruction, alors qu'il jouissait de la présomption d'innocence, Monsieur le Président de la République algérienne, démocratique et populaire, censé incarner la constitution algérienne et le droit, viole d'une façon absolument vulgaire cette présomption d'innocence en affirmant que M. Sansal est un voyou, lisse, un voleur, un malfaiteur, qu'il ne connaît pas son propre père. Il l'a traité d'enfant naturel, j'allais dire. Et pour en arriver finalement à demander l'intervention d'un autre que M. Macron pour pouvoir le relâcher sans risquer lui-même de s'exposer à l'ire de la population algérienne. Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect des choses, Adel Khalf? Écoutez, c'est une très bonne question. Alors, je vais vous répondre d'une façon, on va dire, je vais vous faire un petit schéma. Vous savez, parfois, quand on est au sommet de son pouvoir, au sommet de l'État, quand on est l'homme du dernier mot, on a tendance à vouloir faire en sorte à ce qu'on donne pour l'opinion publique ce qu'on appelle de la confiture pour cochon. Donc on donne n'importe quoi à la presse pour que la presse donne de la confiture pour cochon, pour amuser la galerie, puis que les gens puissent, pour que les gens puissent lire le n'importe quoi. Bon, écoutez, vous savez, je vais vous dire une chose. Commençons par Boualem Sansal, parce que vous avez évoqué 2 points. Je vais faire très très rapidement, comme ça je laisse la parole à mon ami Lies. D'abord, je suis d'accord avec vous, Monsieur Benchelouf. Vous savez, moi je suis modeste lecteur, j'aime la lecture, j'aime le savoir, j'aime la connaissance. Voilà, nous sommes tous modestement amoureux de la lecture. Je parle pour moi en tout cas. Moi, pour Boualem Sansal mais c'est un écrivain. Alors, sincèrement, en termes d'écriture, en termes de technicité littéraire, pour moi, il est moyen en termes d'écrivain. Pour moi, la littérature s'est arrêtée à Keteb Yassine. Moi, le plus grand chef-d'œuvre, voilà, c'est un autre débat, mais pour moi, le plus grand chef-d'œuvre de la littérature algérienne, ça reste Nejma de Keteb Yassine. Puis après, bon, voilà, il y a aussi Mouloud Mamri que je respecte. Il y a Rachid Boujedra que je salue. Voilà. Mais Boualem Sansal, voilà, c'est très moyen. Donc, bon, maintenant parlons du problème très 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 rapidement. Moi, si j'étais président de la République, je sais que ce monsieur représente un danger pour l'État, un danger pour mon pays, un danger pour mon peuple. Je le cite, comme vous disiez bien, expressis verbis, un los, un traître, un ceci, un cela. Bon, quand la France le demande, on ne le livre pas, parce qu'il est dangereux, on le met en tôle, on le met derrière les barreaux. Et puis après, quand l'Allemagne le demande, du coup, tiens, bizarrement, il n'est plus dangereux. Donc quand c'est l'Allemagne, quand c'est les Boches qui le demandent, il n'est plus dangereux. Quand les Allemands le demandent, il est plus dangereux. Quand les Français le demandent, il est dangereux, c'est un grand problème pour l'Algérie, un grand problème pour l'État, c'est un espion, il travaille pour le camp d'Israël, pour le camp du Mossad, pour le camp du CRIF, pour le camp de ceci, pour le camp de cela. Et puis quand l'Allemagne le demande, bon, ça y est, c'est bon. Le bonhomme est blanchi de tout, son ardoise est claire. Bon, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle de la diplomatie de caniveau. Je pense qu'il y a un tel bricolage aujourd'hui qu'il devient très difficile d'expliquer la structure rationnelle, la texture mentale des gens
qui ont mis tout ce scénario en place est vraiment à l'image de ceux qui sont à la tête de l'Algérie aujourd'hui, c'est-à-dire c'est du n'importe quoi, allez, on fait dans le bricolage, l'essentiel c'est que toutes les parties qui sont avec nous, que ce soit la France et puis d'autres, que ça fonctionne bien. Moi je pense que, hélas, moi en tant qu'Algérien, je suis complètement contre les déclarations que je trouve exécrablissimes de M. Boualem Sansal, parce que ce qu'il a déclaré présumément par rapport aux autorités algériennes qui disaient à l'époque que c'est un bonhomme qui a trahi la nation. Moi, je suis d'accord. Pour moi, les propos de Sansal sont inacceptables. Mais après, bon, c'est bien de dire que quelqu'un est traître, qui est danger pour la sécurité nationale. Mais que ce bonhomme soit dédouané de tout, d'un coup, soudainement, parce que c'est l'Allemagne qui le demande, excusez-moi, c'est la montagne qui a accouché d'une souris. C'est n'importe quoi. Alors, on est dans le bricolage en velours, dans une barquette de médiocrité interstellaire. C'est le mot. Liès, après avoir violé, transgressé ses droits les plus élémentaires, M. Sansal, oui. L'avoir fait enlever par des inconnus, quasiment, l'avoir fait disparaître une semaine, sans que sa famille ne sache où il se trouvait. Oui. Après avoir lâché contre lui la meute, je rappelle qu'une chaîne de télévision a montré une vieille maison que cette chaîne avait attribuée à sa mère, dont on nous disait qu'elle était tenancière, oui. Excusez-moi de devoir prononcer ce mot, je m'excuse, d'une maison close, pour vous dire jusqu'où ils ont été. Après avoir sali cet homme d'une façon incroyable, finalement, résultat des courses, ils en ont fait, lui qui était un parfait inconnu, pour dire les choses, ils en ont fait un écrivain célèbre. La meilleure publicité du monde ne l'aurait pas porté à un tel paroxysme de la renommée. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, il arrive en France, tout le monde s'attendait à ce qu'il mette en œuvre l'artillerie pour dire ce qu'il a subi. Est-ce que, la question que je pose, est-ce qu'on a demandé, est-ce que les Français, est-ce que M. Macron a demandé à Sansal de mettre un bémol, de ne pas dénoncer le régime algérien pour ne pas compromettre les approches qui ont lieu en ce moment? Je pense que sa libération, elle émane d'une trigonométrie diplomatique, ou d'un cocktail diplomatique entre la France, l'Algérie et l'Allemagne. D'après Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation, et qui devient maintenant ami de Boualem Sansal et qui fait partie du comité de soutien au même titre que notre ami, je le dis, Kamel Benchir, et pas mal de soutien. Donc il disait qu'il y avait il y a 3 pays qui ont été proposés, l'Italie, l'idée du Vatican et puis l'Allemagne. L'idée du Vatican, parce qu'il y a un petit courant qui est passé entre monsieur... L'enfant de Sogaras. L'enfant de Sogaras, voilà. Donc l'enfant de Sogaras, c'est... Saint-Augustin. Saint-Augustin, quelque part. Donc peut-être il y a une visite qui est prévue, ou qui serait prévue pour visiter la belle ville de Sogaras. Voilà, Saint-Augustin. Et puis aussi l'Italie. Quoique l'Italie aussi, apparemment, c'est une fin de non-recevoir de Meloni. Elle veut garder sa place un peu privilégiée avec Tebboune que sur le plan économique, du business pur, donc ne pas se mêler de la politique. Et aussi, il faut dire qu'entre l'Italie et la France, les relations ne sont pas assez bonnes aussi. Surtout entre Macron et Meloni, le courant ne passe pas assez, en fait. Il y avait aussi la convocation de l'ambassadeur d'Italie à Paris suite à des propos, mais bon, bref. Donc il reste l'Allemagne. L'Allemagne fait partie, c'est un grand pays, toujours une destination humanitaire. D'ailleurs, l'opposant de Poutine, Navalny, il a été reçu en Allemagne, il a été reçu en Allemagne, donc c'est une destination aussi, et qui arrange les deux côtés à la fois. Maintenant, qui a sollicité l'Allemagne? La question, elle est là, en fait. Parce que Macron, il parle de tierce confiance. Qui a sollicité l'Allemagne? Forcément, les deux. Si on veut comprendre les deux, parce qu'à la fois, l'Allemagne elle a de bonnes relations avec l'Algérie. C'est pour ça que vous avez dit triangulation? Oui, une triangulation, une trigonométrie, j'ai dit.
Ah, d'accord. Voilà, peut-être l'Allemagne elle a été sollicitée à la fois par la France et par l'Algérie, sachant que Boualem ne peut pas être libéré par l'Algérie et le remettre, le libérer à la France. Parce que aussi, il faut galvaniser l'opinion algérienne. Oui. Et pour galvaniser l'opinion algérienne, on parle aussi de souveraineté nationale, et aussi, mais pourquoi? Parce que le régime, il s'entête toujours dans une logique de fierté blessée. Donc forcément, entre la fierté blessée, entre le ternaint, entre le pragmatisme à deux balles qui s'opère comme ça, entre la rigidité, et tout ça, tout ce cocktail, donc il faut trouver une porte de sortie, une sortie de secours, une porte de sortie, parce que qu'on le veuille ou non, Boualem Sansal est devenu encombrant pour le pouvoir algérien. Mais bon, voilà, Boualem Sansal, qu'on le veuille ou non, à nos fonctionnaires algériens, il a fait quand même l'école polytechnique d'Alger, c'est-à-dire, donc il a été haut fonctionnaire. Haut fonctionnaire, numéro 3 de l'industrie. Oui. Il a représenté l'Algérie à Davos. Donc forcément, avant il n'était pas traître, maintenant traître. Maintenant, s'attaquer à son intimité la plus profonde, ou à son honneur. Et à son honneur, surtout, ça c'est indigne. Parce que quand on est président des non-voyants, on est président des SNP, sans nom patronymique, on est président de tous les Algériens. Des pupilles de la nation. Des pupilles de la nation, oui. tout à fait. Donc ça c'est juste pour la consommation intérieure. Je pense que M. Tebboune, là, il a franchi le mur du... Absolument, le mur du sang, le mur du sang, mais avec un C. Mais avec un C, absolument. Maintenant, donc ils ont trouvé la solution pour Boualem Sansal. Je m'en réjouis pour sa libération, parce que comme disait De Gaulle, on n'enferme pas Voltaire. La liberté d'expression. Je pense qu'il aurait été préférable à sa descente d'avion, le faire comme Khaled Alilet. Pourquoi Khaled Alilet quand il est arrivé à Alger? Oui, un Algérien qui a été refoulé de son pays. Voilà. À sa descente d'avion, il a été, je veux dire, kidnappé. C'est du kidnapping. Oui. 48 heures, toute sa famille était à la recherche où est-ce qu'il est. Et finalement, après, il est arrêté à Alger. Et puis, ça a terni l'image de l'Algérie. Maintenant, moi, je ne suis pas un littéraire où je vais décortiquer la technicité littéraire. Je suis un lecteur lambda comme tant de personnes. Je m'intéresse aussi à la littérature parce que la beauté des mots aussi, c'est important. Quand même, il faut savoir qu'il a reçu un prix prestigieux en Allemagne par rapport à son roman Le village des Allemands. Oui. Le village de l'Allemand. Village de l'Allemand, pardon. Mais je le redis, ces propos sont intolérables et inadmissibles. Et est-ce que ça peut mettre l'intégrité territoriale de notre pays? Moi, j'aimerais revenir sur l'Italie que vous avez citée, qui aurait refusé donc de sortir d'un cadre formel, commercial, technique, diplomatique, pour jouer ce rôle qu'a joué le président allemand. Moi, je pense que si quelqu'un devait jouer ce rôle, c'était l'Italie. Vous savez pourquoi? Parce que M. Tebboune lui avait promis, c'est elle qui avait fait cette demande, lui avait promis qu'il ne laisserait plus et qu'il ne permettrait plus aux Harragas de cingler vers l'Italie. Et avant, c'est connu, les Harragas de l'Est partaient vers l'Italie, les Harragas de l'Ouest partaient vers l'Espagne, les terres les plus proches. Absolument. Et depuis qu'il a promis à Meloni, il n'y a pratiquement plus de Harragas vers l'Italie. Même les gens de l'Est vont en Espagne. Et curieusement, oui. Personne n'en parle. Alors, et donc, moi, j'en tire la conclusion que quand on veut, on peut. Ça veut dire quand les autorités algériennes décident d'arrêter l'immigration clandestine, ils y parviennent. Ça veut dire, en arrière, qu'ils laissent passer exprès pour mettre la pression sur l'Italie et sur l'Espagne. C'est une monnaie d'échange. Absolument. Je pense que les gardes-côtes algériens, donc, ils sont équipés de navires nocturnes. Ils sont surdotés. Ouais, voilà. Je pense même ils ont des corvettes italiennes. D'ailleurs, je pense que la flotte maritime militaire algérienne, c'est plus, je veux dire,
le grand Très calibre étoffé. très étoffé, donc les corvettes italiennes, il y a aussi suédoises de conception Saab, mais je veux dire que toute la côte, elle est surveillée. Donc on peut savoir Comment il y a eu des moments où 100 embarcations sont parties en une seule fois. Oui. 100 embarcations. Oui, tout à fait. Rappelez-vous. Oui, tout à fait. Je pense aussi à un certain temps, peut-être aussi pour taper un peu sur l'Espagne, il y avait 400 harragas qui sont arrivés Oui. le même jour. On se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une connivence entre les gardes-côtes ou est-ce qu'il n'y a pas une connivence pour pousser le harraga? Oui, c'est une carte de pression. C'est une pression exercée sur l'Espagne, qui est exercée sur l'Espagne, sur l'Italie, maintenant sur la France, peut-être avec le retour du ministre de l'Intérieur Nunez. Ils vont essayer un petit peu de travailler sur la question migratoire. Nous allons justement revenir sur cette dernière question, un dernier tour de table, mais Lias, j'aimerais annoncer à nos téléspectateurs qui ne le savent pas encore qu'hier, sur les côtes espagnoles, nous n'avons pas d'informations précises, mais 28 harragas algériens, on ne connaît pas encore le nombre de morts. Ils ont fait naufrage et on sait que le nombre de morts est très important. On ne sait pas encore avec précision, puisqu'on dit perdus en mer, tant qu'ils n'ont pas été retrouvés, les cadavres repêchés, on reste dans le vague. Mais selon certains observateurs, notamment José Clemente et Francisco, qui suivent de très près les harragas, et ce serait une véritable tragédie collective. Oui, c'est une tragédie. Ceux qui périssent en pleine mer, qui quittent parce qu'il n'y a plus d'espoir. Pourquoi quitter Quand vous dites... à partir du moment où l'Algérie est l'Eldorado, il y a tout, la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, ça veut dire, il y a cette souveraineté économique, ça veut dire il n'y a pas de chômage parce qu'il fait bon vivre aussi. Pourquoi on quitte un lieu pour aller vers un autre? Absolument. Tout à fait. C'est parce que l'Algérie, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'espoir de rester dans ce pays. Il n'y a plus de dignité. Il n'y a pas de dignité surtout. La dignité, dans la Constitution allemande, le premier article, c'est le respect de la dignité humaine. On parle de dignité, il n'y a plus de dignité. On a des universitaires qui sortent des universités qui ne trouvent pas de travail. Et dans les embarcations de fortune, il y a un peu de tout. Hein. Vous pouvez trouver le chômeur, le fonctionnaire, le vieux, la vieille, la femme, l'enfant, des femmes enceintes, des enfants en bas âge, des personnes âgées, des fois des familles tout entières, des fois même apparemment des médecins qui ferment leur cabinet et qui partent comme ça. Je veux dire, même des hauts fonctionnaires. Je veux dire, ça, c'est une érosion. Et la question, elle est là. Pourquoi? C'est parce que le pays, il est en déclin, tout simplement. Il y a quelque chose à voir. Quand on nous dit Al-Quwa Dariba, nous avons tout. Nous avons hérité un beau pays, 4 saisons. Une Quwa Dariba, une force de frappe qui frappe le peuple algérien et qui le met en prison par centaines pour s'être exprimé sur le Facebook. Tout à fait. Donc, voilà, merci. Pardon. Adel Khalf, au sujet des OQTF, le sujet le plus épineux de la réconciliation, si on peut la qualifier ainsi, entre la France et l'Algérie, les OQTF, dont on nous dit, les chiffres réels ne sont pas connus, on sait qu'ils sont à peu près de 240 000, je crois, en France, concernant toute nationalité, et que pour l'Algérie, il s'élèverait à plusieurs dizaines de milliers d'OQTF. Qu'est-ce que vous pensez de ce volet des choses, si je peux dire? En général, ça dépend des échanges qu'il y a entre les deux pays. Je sais que le problème entre les deux pays a toujours été donc orienté vers ce point, principalement les OQTF. Je pense que le point principal, c'est que maintenant, avec tous les consulats d'Algérie qui avancent, si on compare le nombre de consulats français qu'il y a en Algérie et le nombre de consulats d'Algérie qu'il y a en France, on voit qu'il y a clairement un déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'Algériens en France que de Français en Algérie. Donc, du coup, avec tous les Algériens qui sont en France et qui ne sont pas en situation régulière, dont la partie d'entre eux donc, commettent, on va dire, qui ne sont pas très catholiques,
La France veut, entre guillemets, si je puis me permettre du terme, s'en débarrasser. L'Algérie qui refuse donc d'octroyer ses services consulaires à ses OQTF pour faciliter donc le déplacement de ces personnes vers l'Algérie. Hélas, je pense qu'avec les événements récents des 12 derniers mois qu'il y a eu entre les deux pays, les OQTF ont toujours fait l'objet d'un blocage. Mais moi, je pense que nous allons bientôt, bizarrement, soudainement, comme par coïncidence, comme par enchantement, voir que tous les OQTF exprimés par la France vont être libérés, vont être signés. Parce que vous savez... Comment libérer Comment libérer Ils sont la plupart parmi eux sont libérés, sont libres. Ça veut dire qu'ils ont reçu de la part de la justice un ordre de quitter le territoire national, mais la plupart qui ne sont pas dans les centres de rétention sont libres, sauf qu'ils doivent quitter le territoire, mais que l'État algérien doit, à travers ses consulats, accorder un laissez-passer pour leur permettre de rentrer chez eux. Oui, alors merci beaucoup pour votre correction. Peut-être que je n'ai pas utilisé le terme le plus adéquat. Quand j'ai dit libérer, cela veut dire que les autorités algériennes accèdent aux demandes des autorités françaises, c'est-à-dire fournir les laissez-passer en question que vous venez donc d'énumérer. Pourquoi les OQTF, les autorités judiciaires françaises peuvent, plutôt les autorités du ministère de l'Intérieur en France, peuvent en émettre des milliers par jour, mais ils restent sans effet si en parallèle les autorités algériennes ne donnent pas ou n'octroient pas donc les laissez-passer à cet effet. Ben écoutez, moi je veux dire, sachant que le dossier maintenant de Boualem Sansal est clos, sachant que ce dernier, comme vous l'avez mentionné il y a quelques minutes, vous savez, les autorités françaises, Boualem Sansal vient d'être reçu à l'Élysée avec sa sœur ou sa femme, je ne suis pas sûr, avec un membre de sa famille. Les autorités françaises n'ont pas communiqué. On voit qu'il y a un consentement. Vous savez, parfois, il y a des consentements qui se font... dans la diplomatie, c'est comme des discussions d'oreiller. Hein, vous savez, ça se fait entre deux pays dans le cadre de la diplomatie. Donc, on voit que les autorités françaises n'ont pas voulu trop communiquer par rapport à la visite de M. Boualem Sansal à l'Élysée qui a été reçue par le président Macron. Donc, ne soyez pas surpris que dans les prochains jours, les autorités algériennes vont livrer tous les laissez-passer par rapport aux OQTF que vous énumérez. En fait, tout va se dégoupiller actuellement à une vitesse grand V. C'est pour ça que je dis, et je le disais tout à l'heure et je le redis maintenant, je n'ai jamais compris pourquoi les problèmes s'accélèrent à une vitesse grand V et puis les problèmes se résolvent à une vitesse grand V. On voit qu'il y a un agenda, on voit qu'il y a... Tout ceci est une pièce théâtrale. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Lies, on voit qu'il y a... c'est une pièce théâtrale, que tout est prévu, comme sur du papier à musique. Sauf que peut-être ils ne vont pas permettre aux morts algériens qui encombrent les morgues italiennes et espagnoles de rentrer, parce que ça donnerait une mauvaise image que des centaines de cadavres que l'Algérie ne reprend qu'au compte-gouttes pour que ça ne se voit pas. On voit aussi, malheureusement, que les OQTF vont être sacrifiés, peut-être même les clandestins qui n'ont pas d'OQTF, ça pourrait venir. Ils sont d'un nombre absolument inimaginable que je n'ose même pas dire. Mais les OQTF à eux seuls seraient à peu près de plusieurs dizaines de milliers. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, le taux d'exécution des OQTF des Algériens est l'un des plus bas en 2024. Il était de 7%. Signifie un peu les relations, en fait, la non-délivrance des laissez-passer par les consulats algériens. Moi, je rejoins Adel, hein, il l'a très bien dit, c'est-à-dire que la libération de Boualem Sansal augure une nouvelle ère dans le traitement des OQTF. Ça veut dire que les OQTF algériens, ils n'ont pas le choix, donc vont devoir se préparer à rentrer. Eux qui ont envoyé un message à Tebboune, mais Tebboune n'acceptait pas que les consulats délivrent des laissez-passer, il faut nous laisser en France. Absolument. Donc forcément, donc, il y a la visite imminente du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.
Donc il y a une nouvelle ère dans le traitement des OQTF, ils vont accélérer, donc il y aura des laissez-passer. Je pense que c'est une condition finalement, parce que c'est un cauchemar pour le ministre de l'Intérieur français, Retailleau. Hein. Il parlait du matin au soir, l'Algérie, avec OQTF. Il parlait des... Il en a même fait trop. Hein. C'est devenu un fonds de commerce pour lui. Fonds de commerce politique. Oui, tout à fait. Il a tellement tapé sur l'Algérie, parlé de l'Algérie midi, matin et soir. Qu'il a fini par se faire virer. Qu'il a fini par être élu, enfin désigné ou élu en tant que président des Républicains. Voilà. Mais finalement, pour être évincé du gouvernement. Apparemment que je veux dire, c'est pas son limogeage, mais je veux dire, sa neuroconduction va ouvrir une autre ère, une nouvelle ère entre l'Algérie et la France, surtout sur la question migratoire. Oui. Allez, poursuivez, nous avons encore 1 minute. Voilà, sur la question migratoire. Maintenant, vous voyez très bien, et je rejoins Adel aussi encore, que maintenant, le pouvoir... Je ne vais pas employer un mot. Maintenant, on va voir qu'il va céder la souveraineté nationale ou galvaniser l'opinion publique. Comme il a cédé devant les Américains dans la question palestinienne. Absolument. Les discours, ils servent l'opinion à l'intérieur. Mais le régime, le pouvoir algérien sait que les discours, leur propre discours, ne se plie pas sur le plan international. C'est-à-dire que l'opinion internationale ne se plie pas au discours d'un régime pareil. Non, ça c'est juste le fonds de commerce, c'est pour l'intérieur, les galvaniser l'opinion, consommation domestique, il y a des ceci, le khariji et tout. Finalement, nous avons vu que ce régime, il manque de cohérence totale depuis le vote des 2 dernières résolutions. Celle sur le Sahara occidental, sans non-abstention. Même des grands médias iraniens sont posés la question, quand on est partie prenante, pourquoi jouer la chaise vide? Et la dernière résolution, nous avons bien sur la Palestine, quoique peut-être ils auraient... Bon, parce que tellement ils ont dit on a une diplomatie une diplomatie de principe, appel au dialogue interne, non intervention sur les conflits intérieurs, mais finalement quand ils veulent mixer à la fois la diplomatie des principes et la diplomatie des intérêts supérieurs de la nation, ils n'arrivent pas. Et on voit ici la cohérence, qu'il manquait de cohérence. D'ailleurs, la Russie et la Chine se sont abstenus parce qu'il y a un enjeu politique, le deux. Parce qu'ils veulent s'accaparer des territoires absolument, qui sont pas les leurs. Tout à fait, alors que l'Algérie n'avait pas le choix parce que c'était le dernier joker. Jouer, parce que ça, c'est Trump, parce que là, ils étaient sur leur vie. Ils n'avaient pas le choix. D'ailleurs, non seulement ils ont voté oui pour le plan Trump, mais ils ont demandé aux représentants de l'Algérie auprès des Nations Unies de féliciter et de remercier M. Trump. Mais à chaque fois, si vous permettez, cher Javeldine, il y a à chaque fois toute résolution émanant des Américains, la résolution 2787 sur le Sahara occidental, c'est une résolution américaine. Oui. Abstention, hein, c'est ça. Oui. Et celle sur le Gaza, l'avenir du Gaza, c'est une résolution américaine. Ils ont voté pour. Donc à chaque fois, c'est pour ne pas un peu froisser l'oncle Sam. On ne froisse pas l'oncle Sam. L'oncle Trump. Merci Lies, merci Adel, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée à vous. Quelque chose? Non, je pense Adel voulait un petit... Adel, très vite, si vous voulez le mot de la fin. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole très très rapidement. Moi, je dis juste une chose. Si vraiment les autorités algériennes, ils veulent démontrer une très grande force de diplomatie par rapport à la France, moi je dis 2 choses. Ramenez à Alger Baba Merzoug, le canon qui est à Brest. Ramenez-le à Alger. Et puis ramenez à Alger les crânes des chouhada algériens qui sont exposés au musée de l'homme. Une fois que ce sera chose faite, je dirai que vous êtes à la hauteur de votre mission. Pour moi... Merci Adel, merci Lies. Encore une fois, bonne soirée. Merci de nous avoir suivis.